Si c'est vrai, c'est pas grave, seulement un acte de guerre contre la France de la part d'un pays en décomposition devant lesquels nos responsables politiques jouent les paillassons. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui on parle des récentes révélations concernant le sabotage du gazoduc Nord Stream en septembre dernier, dont l'explosion a définitivement privé l'Europe de gaz russe bon marché et a contribué à nous précipiter dans la dépression économique. Si c'est vrai, c'est un scandale absolument majeur. Selon les révélations du journaliste américain Seymour Hersh, le sabotage des tuyaux qui acheminaient le gaz russe en Europe aurait été commis par rien de moins que les États-Unis. Ces révélations viendraient confirmer des soupçons qui pesaient déjà sur les Américains puisqu'ils étaient pratiquement les seuls à y avoir un intérêt aussi bien économique que géopolitique. Mais surtout, si les Américains sont, comme l'affirme ce journaliste d'investigation, à l'origine de ce sabotage, cela constituerait un acte de guerre de la part des États-Unis contre la France, entre autres, un acte qui aurait forcément des conséquences sur notre rapport aux États-Unis eux-mêmes, à l'OTAN, à l'Union européenne et à tous ceux que nos dirigeants français considèrent comme des alliés de la France. En bref, cela aurait d'énormes implications sur toute notre politique. Vous vous souvenez sans doute, le 27 septembre dernier, le monde entier entendait parler de Nord Stream. Des explosions et des fuites de gaz avaient été constatées sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2, les mettant définitivement hors d'usage, coupant ainsi le gaz pour toute l'Europe. Nord Stream 1 et 2, c'était des tuyaux permettant d'acheminer depuis la Russie jusqu'à l'Allemagne du gaz et par là d'alimenter toute l'Europe. Alors, pour rappel, le gaz ne sert pas uniquement à chauffer les particuliers et les entreprises, il sert aussi à produire de l'électricité, à faire tourner les usines, à fabriquer des engrais grâce auxquels on fait pousser de la nourriture. Bref, il sert à faire tourner toute l'économie. En l'occurrence, Nord Stream approvisionnait l'Allemagne et par extension l'Union européenne, pas uniquement en gaz, mais en capacité à avoir des pays qui fonctionnent, puisque la Russie était le fournisseur principal de l'Union européenne en gaz. Quelques éléments de contexte, bien sûr, Nord Stream 1, le premier tuyau, avait été mis en service en 2012 et il avait, dès le début du projet, provoqué des grincements de dents du côté déjà des États-Unis, qui voyaient d'un mauvais œil ce lien privilégié entre l'Europe et la Russie, grincements de dents aussi du côté de l'Ukraine, par laquelle transitait l'essentiel du gaz russe vers l'Europe avant la mise en service de Nord Stream 1. Ukraine qui touchait beaucoup d'argent, des sommes correspondant à 3% de son PIB pour le droit de transit, c'est-à-dire le droit de la Russie à faire transiter le gaz sur son sol, et qui, outre les avantages financiers, voyait dans le fait que les tuyaux russes transitaient par l'Ukraine une garantie que la Russie ne pourrait pas l'attaquer, l'Ukraine partant du principe que la Russie n'avait strictement aucun intérêt à détruire ses propres infrastructures. Gardez ça en tête, c'est important. Tout cela, donc, on est bien avant le début de la guerre en Ukraine, qui dure pour toute une partie de l'Ukraine, je le rappelle, depuis 2014. Nord Stream, donc, ça ne plaît pas beaucoup aux Américains, qui se voient privés d'un marché européen juteux, et qui s'est fait damer le pion par la Russie, qui va, à partir donc de 2012 et la mise en service de ce premier Nord Stream, envoyer 55 milliards de mètres cubes de gaz par an directement à l'Allemagne. Nord Stream 2, c'est la continuité de cela. C'est un projet qui, du coup, n'aura pas eu l'occasion d'être mis en service, mais qui était prêt, il était construit, il n'y avait plus qu'à tourner le robinet. Nord Stream 2, donc, c'est un second gazoduc qui suivait le même tracé que Nord Stream 1, qui permettait de faire passer le double de volume de gaz directement de la Russie à l'Allemagne, soit 110 milliards de mètres cubes de gaz par an. Le projet renforçait encore la dépendance européenne et surtout la dépendance allemande au gaz russe. Sur l'année 2022, l'ouverture de Nord Stream 2 a été l'objet d'un gros bras de fer entre la Russie et l'Europe, enfin surtout l'Allemagne, avec le chancelier allemand Olaf Scholz qui avait retardé la mise en service du nouveau Nord Stream comme sanction par rapport à la guerre en Ukraine. Bref, si Nord Stream 1 fonctionnait encore, la mise en service de Nord Stream 2, c'était un petit peu l'objet d'un bras de fer entre l'Allemagne qui disait attention, si vous continuez avec l'Ukraine, on va retarder la mise en service de Nord Stream 2, ce qu'ils ont fait, et les Russes de leur côté disaient attention, si vous nous empêchez de faire ce qu'on veut en Ukraine,
l'Ukraine, nous n'allons pas ouvrir le robinet, nous n'allons pas vous livrer le gaz dont vous avez besoin. Toujours est-il que Nord Stream, en 2022 donc, existait toujours. Le projet était possédé à 49% par Gazprom, donc l'entreprise nationale russe de gaz, et les 51% qui restaient de Nord Stream, ça se partageait entre deux entreprises allemandes, une entreprise néerlandaise et une française, Engie. Bien sûr, cela a demandé d'énormes investissements de la part de chacune de ces entreprises, donc de chacun de ces pays, mais ces investissements étaient considérés comme des investissements essentiels et ils allaient rapporter très gros aux différents pays qui y avaient investi. À la Russie parce que le gaz, il l'envoie pas gratuitement, et à l'Allemagne et moins lourdement aux Pays-Bas et à la France parce que l'énergie, ça permet, comme je vous l'ai dit plus tôt, de produire ce qu'il faut et de faire tourner une économie. Donc pour vous donner une idée, la part de Gazprom dans les importations de l'Union européenne, ça a représenté au premier semestre 2021 45% du total. Petit aparté d'ailleurs, si l'on rajoute le gaz naturel liquéfié en provenance de Russie, la part du gaz russe, c'était 50% du total des importations européennes, et les prévisions pour les années à venir disaient que ça allait encore augmenter du fait de la transition énergétique de l'Allemagne qui visait donc zéro nucléaire et zéro charbon. Et la question du bien fondé de ce choix n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc en résumé, on avait depuis une vingtaine d'années investi énormément dans un partenariat économique avec la Russie, la France un peu moins que l'Allemagne, mais tout de même. Et ça nous était profitable puisque ça nous permettait d'avoir du gaz relativement bon marché. Alors on peut ne pas aimer l'idée d'une dépendance même relative au gaz russe, mais le fait est que notre besoin d'énergie, il est réel, on a besoin d'énergie, et que la Russie, elle nous fournissait une énergie relativement bon marché par rapport à celle qu'on aurait pu obtenir des Américains. Or, depuis l'explosion de Nord Stream, il faut bien prendre conscience que tout ça, c'est fini. Il n'y a plus de possibilité physique, matérielle, de faire transiter le gaz par ces tuyaux-là. Donc le sabotage de Nord Stream, je comprends même pas comment ça n'a pas été un sujet qui a été beaucoup plus au cœur de l'actualité, mais c'est pas grave. Donc juste, il faut vraiment admettre que l'Europe, et en premier lieu l'Allemagne, mais par extension vraiment toute l'Europe, est très gravement dans la mouise. Le gazoduc, il n'existe plus, donc il faut acheter maintenant du gaz ailleurs, aux États-Unis par exemple, mais beaucoup plus cher, en version en plus gaz naturel liquéfié, ce qui implique des infrastructures que par exemple l'Allemagne n'a pas pour l'instant. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le niveau de gravité dans les conséquences de l'anéantissement de Nord Stream, c'est incalculable. On n'a pas encore commencé à en ressentir le quart du dixième du début des effets. Et l'Allemagne, elle a bien compris ce que ça voulait dire, puisqu'ils sont en train de rouvrir des mines de charbon en urgence, allant jusqu'à raser des villages entiers pour sauver la capacité allemande de production industrielle et donc son économie, parce que son économie repose quand même beaucoup là-dessus. Donc de fait, l'attentat contre Nord Stream, il accentue encore, alors c'est bien évidemment pas la seule cause, hein, mais il va venir accentuer de manière terrible la crise énergétique, la crise économique qui sont en train de s'abattre sur l'Europe, et ça nous prive très concrètement de moyens de subsistance basiques. Et c'est absolument dingue parce que toute la classe politique semble s'en battre les steaks. Mais je sais pas, enfin imagine, il y a un acte malveillant qui fait exploser les infrastructures qui fournissent toute ta maison en énergie juste sur le trottoir devant chez toi. Bah, à minima, tu vas chercher qui a fait ça, tu vois, et puis tu vas peut-être plus lui donner ta confiance. Enfin, je sais pas. Mais là, non, ça fait presque 5 mois, et on n'en parle pas plus que ça. C'est bon, hein, c'est un acte de guerre contre plusieurs pays d'Europe, ça va nous tuer, mais c'est pas grave. Et c'est dans ce contexte que l'enquête indépendante du journaliste Seymour Hersh entre en scène. Donc, dans un article qu'il publie lui-même sur la plateforme de publication Substack le 9 février 2023, il affirme que ce serait l'administration américaine, sur décision de Joe Biden, donc le président des États-Unis, qui aurait fait exploser ces gazoducs dans le but de priver Moscou des revenus de ses ventes de gaz à l'Europe, dans le cadre de la guerre économique globale où les États-Unis luttent pour la sauvegarde de leur hégémonie. Seymour Hersh affirme que le sabotage est le fruit d'une opération secrète menée par les États-Unis, coordonnée par la CIA, avec la complicité des autorités norvégiennes. Alors s'il dit vrai,
C'est une révélation absolument colossale, de nature à changer la face du monde à un niveau qu'on n'imagine même pas. Alors avant de parler du détail, du déroulé des faits, je voudrais vous donner quand même quelques éléments sur le journaliste qu'est Seymour Hersh. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler un vétéran du journalisme d'investigation. Il a obtenu plusieurs prix internationaux de journalisme, dont le fameux Pulitzer pour ses révélations sur le massacre de My Lai pendant la guerre du Vietnam. Il est connu pour avoir révélé aussi de nombreux scandales qui impliquaient les autorités américaines, et notamment la CIA et le département de la défense américaine, au cours de sa longue carrière. Et il est aussi connu, par exemple, pour avoir révélé l'implication de Richard Nixon, donc ex-président américain, dans le scandale du Watergate, ainsi que les tortures par l'armée américaine des soldats irakiens à la prison d'Abu Ghraib. Bref, c'est un peu une pointure dans son domaine, hein. C'est pas le débunker de Libé, tu vois. Il a travaillé pour le New York Times, le New Yorker, le Washington Post, et à plus de 80 ans, cet Américain n'a pas l'air d'avoir grand-chose ni à gagner ni à perdre dans ses révélations, qu'il tient, dit-il, d'une source absolument fiable. Donc, selon Seymour Hersh, que se serait-il donc passé sur les gazoducs? Selon lui, tout a commencé par une décision de la Maison-Blanche en la personne de Joe Biden. L'action aurait été menée par la CIA via un escadron de plongeurs de la Navy, donc la marine américaine, dans le cadre d'une manœuvre de l'OTAN en mer Baltique en juin 2022. Une manœuvre qui est documentée officiellement par les autorités américaines. Donc ces plongeurs d'élite auraient alors posé sur les tuyaux des gazoducs Nord Stream 1 et 2 un explosif de type plastique, le C4, qui aurait été activé à distance via un détonateur disposé là quelques mois plus tard. Selon Hersh, c'est une bouée acoustique qui a été utilisée à cet effet. Elle aurait été larguée à la surface de la mer Baltique le 26 septembre 2022 par un avion de surveillance P-8 de la marine norvégienne. Cette bouée aurait émis une séquence de sons à basse fréquence unique qui aurait provoqué à distance l'explosion du C4. Parce que le C4, ça n'explose pas facilement, enfin, tu peux pas le brûler ou voilà. C'est assez particulier, donc pour tous les détails, je vous renvoie bien sûr à l'article de Seymour Hersh que je vous mets en lien dans la description sous cette vidéo. Il y explique de manière très précise le déroulé des opérations et les aspects techniques et logistiques de ce qui, selon lui, est donc un sabotage venant directement des États-Unis. Sa source affirme que les autorités américaines ont insisté sur la discrétion de cette opération parce que, disaient-ils eux-mêmes, un sabotage d'infrastructures gazières, eh bien, c'est considéré de facto comme un acte de guerre à l'encontre, en l'occurrence de la Russie, mais aussi de l'Allemagne, de la France et des Pays-Bas. Par ailleurs, si c'était vrai, mais ça c'est l'affaire des États-Unis, ce serait illégal par rapport aux lois américaines, puisque cela aurait été décidé en secret sans passer par le Sénat. Mais cela ne nous regarde pas. Ce qui nous regarde en revanche, ce sont les implications de ces allégations de Seymour Hersh qui sont absolument énorme. Bien entendu, tout a été nié en bloc, aussi bien par l'administration Biden, comme l'a dit Adrienne Watson, la porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, cela relève de la pure fiction. La CIA également a nié, la porte-parole de la CIA, Tammy Thorpe, a déclaré que tout cela était complètement faux, et les autorités norvégiennes ont fait de même. Alors, qui ment dans cette histoire? Est-ce que c'est un journaliste américain reconnu de plus de 80 ans qui publie une enquête en toute indépendance et a priori, je dis bien a priori, n'a aucun intérêt là-dedans? Ou bien est-ce que ce sont les autorités des pays impliqués qui, quoi qu'on ait du mal à adhérer à la véracité d'une hypothèse aussi folle, aussi digne d'un film de James Bond que celle-ci, avaient tout de même un intérêt géopolitique et économique à l'annihilation de Nord Stream et au fait de couper complètement l'Europe de la Russie. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que la thèse de l'accident, elle n'est même plus évoquée. Elle a été écartée le soir même de l'explosion, le 27 septembre 2022, par la première ministre danoise, puisque ça s'est produit dans les eaux du Danemark, qui a dénoncé tout de suite des actes délibérés. Les sismologues ont relevé des explosions qui n'avaient rien de naturel. Enfin bref, une enquête a été ouverte depuis. Rien de concluant n'en est sorti, hormis le fait que c'était un sabotage volontaire. Selon Matt Ljungqvist, le procureur en charge de l'enquête préliminaire menée en Suède, les gazoducs Nord Stream 1 et 2 ont donc bien été sabotés. Mais l'enquête n'a toujours pas donné d'informations sur les coupables. Alors, dès le départ, de nombreux responsables et médias occidentaux ont pointé du doigt la Russie, sans preuve,
pas forcément sans fondement, hein, dans le contexte du revival de la guerre froide qu'on est en train de vivre. Et évidemment, il est plus que légitime de s'interroger sur l'identité des responsables d'un tel attentat et de n'en écarter absolument aucune, qu'il s'agisse d'un pays ou d'un groupe terroriste, pourquoi pas. Même si cette dernière hypothèse, celle du groupe terroriste, est considérée comme assez peu plausible, au sens où il aurait fallu quand même énormément de moyens. Enfin, pour mener à bien le sabotage de Nord Stream, en fait, il aurait fallu déployer des moyens que, a priori, seuls des États possèdent. Cela signifierait alors que ceux qui ont commis cet attentat n'ont strictement aucun scrupule à tuer l'économie européenne et à détruire en conséquence les vies de millions de personnes qui en dépendent, dans le but de préserver ses intérêts nationaux. Jusque-là, c'est de la géopolitique de base. Donc, évidemment, nous, en tant que victimes d'attentats, il ne faut négliger absolument aucune piste et retrouver les coupables afin d'en tirer les conséquences. Mais curieusement, au-delà de quelques condamnations de la Russie au départ, rien d'autre n'est évoqué depuis ce qui est pourtant un acte de guerre à l'encontre de notre pays. Et même en Allemagne, qui est beaucoup plus affectée que nous, parce que beaucoup plus dépendante du gaz russe que la France, même si en France, je rappelle que le prix de l'électricité dépend du prix du gaz allemand. En Allemagne, pareil, il y a une sorte de silence et pourtant il y a des journalistes et des députés qui demandent l'ouverture d'une enquête dont il faudrait alors tirer les conclusions en ce qui concerne les alliances diplomatiques. Car l'hypothèse de la culpabilité russe, s'il ne faut bien entendu pas l'écarter, même au regard d'une enquête aussi fouillée que celle de Hirsch, elle ne semble pas répondre à une question fondamentale. Quel intérêt la Russie aurait-elle eu à détruire définitivement ses propres infrastructures dans la construction desquelles elle a investi des milliards, alors qu'il lui suffisait de tourner un robinet pour couper ou remettre le gaz aux Européens dans le bras de fer entre la Russie et l'UE au sujet de l'Ukraine. Pourquoi la Russie aurait-elle commis ce qui ressemble à un sciage de la branche sur laquelle elle était assise? Pourquoi Poutine se serait-il privé lui-même, au-delà des revenus considérables liés à l'exportation gazière, d'une arme, d'une menace qu'il pouvait opposer à l'UE face aux sanctions prises par celle-ci vis-à-vis de l'invasion en Ukraine? Et si ce n'est pas la Russie, alors qui? Qui avait un intérêt à priver l'Europe de gaz russe et à priver la Russie des revenus de la vente du gaz aux Européens? Il faut donc reconnaître que les États-Unis, qui ont en plus un passif, l'habitude de semer le chaos à l'étranger pour défendre leurs intérêts économiques et géopolitiques, qui n'ont pas hésité à déclencher des guerres, à installer des dictateurs, à armer des groupes fanatiques, à bombarder des pays entiers. Bref, les USA, dans l'affaire Nord Stream, font un coupable bien plus convaincant que la Russie, car l'anéantissement de la possibilité du gaz russe, elle profite de fait aux États-Unis et non à la Russie. Et je parle même pas de l'Europe. Économiquement, car l'impossibilité factuelle de se faire livrer du gaz depuis la Russie condamne l'Europe à en acheter aux États-Unis, qui le lui vendent beaucoup plus cher. Et géopolitiquement, car cela provoque de fait une rupture du lien qui unissait encore la Russie et les pays d'Europe. Et si on ajoute la question de l'implication de la Norvège, alors qui n'est pas membre de l'UE mais qui est membre de l'espace économique européen, on ne peut qu'être interpellé par la collusion historique du pays avec les intérêts des États-Unis. Et je ne dis pas ça comme une accusation, mais il y a une concordance d'intérêts assez flagrante entre les deux pays, particulièrement dans le contexte actuel du regain d'agressivité dans la politique étrangère, aussi bien américaine que russe. La Norvège a été l'un des premiers pays signataires du traité de l'OTAN en 1949. Le chef actuel de l'OTAN, Jens Stoltenberg, n'est autre que l'ex-premier ministre norvégien. Par ailleurs, une inimitié historique entre la Norvège et la Russie, qui ont une frontière commune tout au nord, au niveau presque du cercle polaire, et qui ont un certain nombre de contentieux sur des questions de ressources, notamment du gaz, dont la Norvège est riche également, et des terres. Et outre ces questions-là, je rappellerai à toutes fins utiles que le jour de l'explosion de Nord Stream, le jour où l'Europe a été privée de gaz par un sabotage, est entré en service le Baltic Pipe, un gazoduc destiné à acheminer du gaz norvégien jusqu'en Pologne, autre pays qui, ces dernières décennies, n'a pas caché ses inclinaisons pro-OTAN et atlantistes et incite l'Union européenne à livrer des armes à l'Ukraine. Il y a quand même un tableau géopolitique qui semble cohérent avec
l'hypothèse avancée par Seymour Hersh. De plus, autre chose qu'on ne peut pas ignorer, ce sont les avertissements qui ont été lancés par les autorités américaines contre la mise en service de Nord Stream 2 ces dernières années. Que ça soit la sous-secrétaire d'État Nuland ou encore le secrétaire d'État Blinken n'avaient pas hésité à exprimer ouvertement leur hostilité au gazoduc. If Russia invades Ukraine, one way or another, Nord Stream 2 will not move forward. Et comment oublier la déclaration de Joe Biden lors d'une conférence de presse début 2022 où il affirmait explicitement qu'il allait mettre fin à Nord Stream 2. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. Et à la journaliste qui lui demande des précisions sur cette déclaration, qui lui demande comment il compte s'y prendre, il répond « How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will, I promise you we'll be able to do it. I promise you we will be able to do it. Je vous promets que nous serons en mesure de le faire. » Et il dit ça juste à côté du chancelier allemand Olaf Scholz, avec qui il menait cette conférence de presse, qui ne répond à rien. Et l'hostilité américaine à Nord Stream ne date pas de Joe Biden, elle vient de très loin. Et elle s'est aussi exprimée en Europe, dans les États qui ont la plus grande inclinaison historique à l'Alliance Atlantique avec les États-Unis. Ainsi, le 7 mars 2016, 8 États de l'UE avaient envoyé à la Commission européenne une lettre qui exprimait leur opposition à Nord Stream 2. Et je cite, « Le projet Nord Stream 2, actuellement en préparation, peut présenter certains risques pour la sécurité énergétique dans la région de l'Europe centrale et orientale. Cela influencerait fortement le développement du marché du gaz et les schémas de transit du gaz dans la région, notamment la route de transit via l'Ukraine. » En d'autres termes, ces pays avaient un intérêt à ce que le gaz continue de transiter par l'Ukraine. En mai 2018, c'est Boris Johnson, alors Premier ministre britannique, qui soulignait la division que ce pipeline se met à travers l'Europe, ajoutant que l'unité euro-atlantique reste notre meilleur outil de résistance à l'activité malveillante de la Russie. Quant aux États-Unis, avant même Joe Biden, c'était George W. Bush, il y a 20 ans, qui s'était prononcé contre le tout premier projet de Nord Stream. Ensuite, Barack Obama avait pris position contre le projet Nord Stream 2. Obama, dont le vice-président de l'époque, un certain Joe Biden, avait déclaré en août 2016 qu'il voyait Nord Stream comme un accord fondamentalement mauvais pour l'Europe. Donald Trump, lui aussi, avait pris position en 2020, affirmant que Nord Stream 2 pourrait compromettre la sécurité énergétique de l'Europe. Ces projets pourraient déstabiliser l'économie et le gouvernement ukrainien en limitant considérablement le transit du gaz à travers l'Ukraine, privant ainsi le gouvernement ukrainien de revenus de transit importants. Je rappelle, 3% du PIB. Donc, on le voit, le partenariat économique concernant le gaz russo-européen est l'objet d'un contentieux géopolitique depuis le tout début de la gestation du projet au début des années 2000. Les États-Unis voient Nord Stream d'un mauvais œil depuis 20 ans. Mais le secteur gazier a été curieusement écarté des sanctions que les États-Unis appliquent à la Russie dès 2014, au début de la première crise ukrainienne, et bien que le secteur gazier fasse l'objet de sanctions lourdes depuis 2017, Nord Stream est là encore épargné par les sanctions. Du même coup, l'Allemagne aussi, parce que l'Allemagne a protesté contre ces sanctions qui allaient lui causer des dommages dont elle ne se relèverait pas, et elle le savait. L'Allemagne, qui se retrouve dans une position extrêmement délicate, je reviendrai là-dessus dans le prochain épisode de crise systémique sur l'UE, donc j'en parlerai à un autre moment, mais qui a, pour faire pression sur la Russie, bloqué le processus de mise en service de Nord Stream 2 le 22 février 2022. Waouh, Nord Stream 2, 2022, ça fait beaucoup de 2. Suite à l'aggravation de la crise ukrainienne et la reconnaissance de l'indépendance du Donbass par la Russie, et qui restait, en tout cas les dirigeants allemands voulaient-ils bien le croire, sous protection américaine. Il s'avérera que ce n'était qu'un sursis avant que le projet Nord Stream soit définitivement mis à l'arrêt par un sabotage et que l'Allemagne et toute l'Europe soient sacrifiées comme des pions par les responsables, ceux qui ont fait sauter Nord Stream et qui nous ont condamnés à acheter du gaz naturel liquéfié américain, beaucoup plus coûteux, pour espérer faire tourner nos pays d'Europe, déjà atteints d'un énorme problème d'inflation lié à la crise systémique du capitalisme financiarisé
et à la réorganisation de l'échiquier géopolitique mondial. Au-delà de la question du gaz lui-même, on notera que les États-Unis ne perdent pas le Nord Stream. Encore une fois, je ne dis pas cela comme une critique, mais l'on pourra constater qu'ils défendent leurs intérêts en tant que nation, et c'est bien normal. Ce qui n'est pas normal en revanche, ce sont les balles dans le pied répétées que les dirigeants français passent leur temps à tirer, mais c'est autre chose. Les États-Unis, pour faire face à la crise, ont passé en août 2022 le Inflation Reduction Act, une loi qui, entre autres, subventionne l'installation d'entreprises, y compris étrangères, sur le sol américain. Ce sont en effet 370 milliards de dollars qui sont distribués pour encourager l'implantation de sites de production liés aux technologies de demain sur le sol américain, donc via de très importantes subventions. Autant dire que les groupes industriels européens qui, ces derniers mois, ont dû suspendre, fermer leurs sites à cause de l'augmentation des coûts de l'énergie, due en partie à l'anéantissement de Nord Stream, sont très bien accueillis aux États-Unis. Certains y sont déjà partis, et qui pourrait au fond les blâmer de choisir entre d'un côté l'Europe des factures énergétiques exorbitantes, de la contraction de la demande liée à la perte de pouvoir d'achat, l'inflation, et l'Amérique où les prix de l'énergie sont quand même moins élevés et qui va les subventionner à des niveaux défiant toute concurrence. Là encore, c'est l'Europe qui y perd et les États-Unis qui profitent de l'effondrement de l'économie européenne. Et si les allégations de Hersh étaient vraies, alors cela voudrait dire que les États-Unis n'ont pas hésité à nous suicider pour la défense de leurs propres intérêts. Alors, quelles implications pour la France? Car si nous sommes moins dépendants du gaz russe que les Allemands, ce n'est pas seulement parce que nous avons l'énergie nucléaire, c'est aussi parce que notre industrie n'est plus aussi développée, que notre production industrielle est largement en dessous de celle de l'Allemagne, parce que depuis 50 ans, nos responsables politiques se sont évertués à nous en priver. Certains verront dans la désindustrialisation qui nous a frappé ces 50 dernières années une excellente chose. À titre personnel, j'ai une vision différente. J'ai tendance à me méfier de l'externalisation de la production de ce dont nous avons besoin vers des pays qui n'ont ou n'auront peut-être pas demain les mêmes intérêts que nous. J'ai tendance à considérer qu'il vaut mieux se tenir sur ses jambes tout seul plutôt que dépendre des autres. Et j'ai tendance à préférer que ce soit le peuple français qui ait la main, via le processus démocratique, sur la production de ce dont il a besoin. De l'énergie à la nourriture, en passant par les biens industriels nécessaires à la survie de la nation. Car ces dernières années nous l'ont montré, l'externalisation de la production vers l'étranger, aussi bien l'Union européenne que les autres pays du monde, nous ont rendus dépendants. À devoir faire en fonction de ce que les autres États du monde veulent bien produire pour nous et nous livrer plus ou moins à prix d'or. Alors bien sûr, pour des produits comme le gaz, on en a ou on n'en a pas dans le sous-sol. En France, on n'en a pas. Et bien sûr, lorsqu'on n'en a pas, il convient soit d'en importer, soit de faire autrement. C'était le sens du plan Mesmer qui visait à rendre la France autonome dans sa production d'électricité en construisant des centrales nucléaires. Il arrive dans le monde à partir d'aujourd'hui, nous avons notre production d'électricité nucléaire assurée pour les 5 ans suivants. Il peut y avoir une guerre, il peut y avoir une crise au Proche-Orient. Nous avons pendant 5 ans l'électricité assurée pour les Français. L'électricité, ça veut dire l'électricité domestique, mais aussi l'artisanat, l'agriculture et de plus en plus l'industrie. Si nous continuons notre programme électronucléaire, nous aurons l'électricité nationale la moins chère d'Europe. Et nous aurons un avantage de l'ordre de 30 à 50% suivant les types de courant vis-à-vis de l'Allemagne fédérale. Ça vaut la peine, si on veut s'occuper du développement de l'emploi et de l'activité économique en France, d'avoir le courant électrique le moins cher d'Europe. Et donc je considère que c'est un intérêt national que de poursuivre ce programme. Et d'ailleurs je note que si on arrête, du point de vue de l'emploi, du point de vue du développement de nos activités industrielles, c'est une décision négative, ce n'est pas une décision positive. C'était une autre époque. Mais sur tout ce que l'on produisait il y a encore 50 ans. Que reste-t-il aujourd'hui de la France, de son industrie, de son agriculture? Presque rien. Les infrastructures comme les centrales nucléaires, et heureusement pour nous, elles restent. Même si elles ont été mises à mal par 40 ans de politique de destruction, eh bien ça reste une base que l'on ne peut pas détruire aussi facilement que les responsables français ont encouragé à délocaliser ce qui concerne notre production de voitures, de machines agricoles, de nourriture, de meubles, de textiles ou encore d'appareils électriques. Alors où est-ce que je veux en venir avec ça? Quel est le rapport avec Nord Stream? Eh bien c'est que ceux qui se mettent en travers des intérêts de la France devront
tôt ou tard, répondre de la destruction de nos capacités de subsistance, et ceux qu'ils se trouvent à l'extérieur du pays, à défendre leurs intérêts nationaux, ou qu'ils le fassent depuis l'intérieur du pays. Je parle ici des supposés responsables politiques, qui ont en théorie la charge de défendre les intérêts de la France. Car si nos responsables politiques ne réagissent pas à l'attaque gravissime contre Nord Stream, s'ils moquent via leurs organes de propagande habituels cette hypothèse de Seymour Hersh selon laquelle les États-Unis pourraient éventuellement servir leurs intérêts avant les nôtres, s'ils ont l'air de ne pas considérer cet acte de guerre contre notre pays, d'où qu'il vienne, comme un acte gravissime qui demande à minima de reconsidérer nos alliances et notre politique étrangère, c'est peut-être que, tout simplement, ce n'est pas l'intérêt de la France qui les guide, mais l'intérêt d'autres entités dont l'intérêt est ouvertement contradictoire avec le nôtre. Ce que nous apprennent les révélations de Seymour Hersh, ce n'est pas tant que, comme le disait le général de Gaulle, les États n'ont pas d'amis que des intérêts, mais que les gens, aujourd'hui à la tête de notre État, non seulement ne sont pas nos amis, mais en outre ne servent pas nos intérêts. Et il est plus que temps que cela change et que l'on trouve moyen de faire en sorte que l'intérêt de l'État se confonde à nouveau avec celui de la nation. Les États n'ont pas d'amis, que des intérêts, disait de Gaulle, l'homme qui a œuvré à conférer à la France une indépendance militaire et diplomatique, à défaut d'économique, mais c'est une autre question dont nous aurons l'occasion de reparler, une voix forte, soutenue par la puissance de l'arme nucléaire, soumise à aucun hégémon. Déjà, à l'époque, dans le cadre de la guerre froide, la pression de choisir entre les Russes et les Américains était grande. Mais le général de Gaulle, sans pour autant oublier ce que la France doit aux uns aussi bien qu'aux autres dans la libération de notre pays de la barbarie nazie, a choisi la France. Il nous a sortis de l'OTAN quand il est devenu clair que les USA jouaient pour les USA. La destruction de Nord Stream devrait donc à minima poser question sur nos alliances diplomatiques, militaires, et nos dirigeants devraient reconsidérer celles qui nous portent préjudice, reconsidérer les véritables motivations de nos alliés qui, s'il est absolument impossible de prouver qu'ils nous ont poignardés dans le dos, à minima, profitent bien des conséquences de ce sabotage pour nous pomper tout ce qu'ils peuvent, à nous, et à toute l'Europe d'ailleurs, mais c'est la France qui me concerne ici. Il faut donc absolument revoir notre politique étrangère en fonction de la réalité actuelle. Parce que nos dirigeants suivent toujours plus loin une nation sur le déclin et qui donc devient assez agressive et assez dangereuse et qui voudrait, sous couvert d'alliance atlantique, nous engager dans une guerre par procuration en Ukraine. Une guerre qui commence à avoir des airs d'une troisième guerre mondiale larvée, il faut bien le dire. Il nous faut donc au plus vite quitter l'OTAN et son commandement intégré derrière lequel se cachent non pas des intérêts communs à nous, Européens et Américains, mais la soumission de la France à l'intérêt de l'Amérique, notre adhésion à des mouvements géopolitiques qui vont dans un sens contraire à celui de notre intérêt national. Je sais que certains va-t-en-guerre qui n'attendent que cela, que nous livrions des armes à l'Ukraine, voire que nous y envoyions notre armée, voire que nous y fassions usage de notre arme nucléaire, pourquoi pas. Ces mêmes qui, depuis les salons parisiens d'où ne viennent jamais ceux qui se font trucider sur les fronts et où les guerres n'ont que des conséquences lointaines, ces mêmes me traiteront allègrement de pro-russe, de complotiste, ne serait-ce que pour avoir osé formuler ces paroles publiquement. Ces gens n'importent pas et je tiendrai ma position, car je pense que la France a, du fait de son histoire, une responsabilité dans le monde, celle de contribuer à maintenir l'équilibre géopolitique, en ne se soumettant ni aux uns, ni aux autres, ni aux Russes, ni aux Américains, et donc en restant forte et indépendante sur tous les plans, matériels, économiques, aussi bien que militaires et diplomatiques. Et pour être fort, il faut être autonome. Nous avons une force de frappe nucléaire, grâce précisément à la même personne qui nous a toujours mis en garde contre le fait de marcher sur les traces d'un géant, tout en développant l'indépendance militaire et diplomatique de la France, qui nous a toujours ramenés à notre rôle de puissance, à l'initiative des processus de paix, garante des grands équilibres mondiaux. Dans cette histoire, le pire, c'est peut-être de voir cet héritage, comme tout le reste, poignardé par ceux qui ont aujourd'hui les commandes du pays et par leurs relais médiatiques, qui prennent, parce que leurs intérêts ne sont plus ceux de la France, les pires décisions possibles. Celle de nous emmener vers la guerre, celle de fermer les yeux sur des agressions patentées contre nos intérêts, qui nous avilissent à nous transformer en petits chiens des Américains, qui
qu'ils soient ou non à l'origine du sabotage de Nord Stream, ne nous respectent pas. Je le déplore et j'implore ici que l'on entende ce que je dis, pas parce que j'admirerais un dirigeant étranger ou que j'en détesterais un autre, pas parce que j'aurais des affinités avec une quelconque puissance étrangère, mais parce que seul m'importe l'intérêt des Français. Et si je prends le risque de dire cela ici, avec les conséquences que cela peut avoir sur ma chaîne, c'est pour cette raison, parce que seul l'intérêt de la France m'importe. Dans un contexte de guerre économique globale et d'un changement profond des rapports de force qui régissaient jusqu'ici l'échiquier géopolitique mondial, la France doit retrouver son rôle. Elle doit se retrouver. Et pour cela, nous devons sortir de l'OTAN. Rompre avec la logique guerrière d'une Union européenne qui défend les intérêts de certains au-dessus des autres et être à l'initiative d'une conférence pour la paix. Mais au-delà de cela, nous devons retrouver notre capacité de subsistance, notre autonomie, afin de pouvoir être forts et peser dans les négociations. Nous devons donc réindustrialiser massivement. Et non, investir l'argent des Français dans des startups d'élevage de chiens virtuels en crypto-monnaie, ça ne compte pas comme de l'industrialisation. Aujourd'hui, le monde, oui, il change. Les équilibres diplomatiques sont en plein bouleversement et les États-Unis sont en train de mourir des contradictions du système de libre-échange mondialisé qu'ils imposent depuis des décennies à la planète, incapables d'empêcher l'émergence d'autres puissances qui montent parce qu'elles défendent leur intérêt national. Et l'intérêt de la France, ce n'est pas de sauver le système capitaliste financiarisé au prix de millions de vies, ce n'est pas de soutenir la Chine, la Russie ou les États-Unis, c'est de retrouver le chemin de ses intérêts, le chemin de la nation. Car l'alternative, ce sera de mourir, sacrifiés comme des pions par une puissance en déclin, entraînés dans la chute inexorable du colosse qui s'effondre sur ses pieds d'argile. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la base, je pensais dédier l'épisode 5 ou 6 de Crise systémique à l'affaire Nord Stream comme cas d'école des bouleversements géopolitiques que nous sommes en train de vivre et qui déterminent le politique. Néanmoins, les événements et les révélations de ces derniers mois se sont imposés à moi, comme ils s'imposent à nous tous, et donc j'ai décidé de ne pas attendre et de faire une vidéo là-dessus. Dans les temps que nous vivons, il faut savoir s'adapter et revoir sa copie quand c'est nécessaire, et c'est donc ce que j'ai fait. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur cette affaire et d'avoir clarifié aussi ma position. Bien entendu, je vous mets le lien vers l'article de Seymour Hersh dans la description. Il contient énormément de détails pour ceux qui lisent l'anglais. Je vais pas avoir le temps de le traduire, mais si certains d'entre vous se sentent d'en faire la traduction, allez-y. J'espère que tout ceci, en tout cas, permettra de contribuer à vos propres réflexions, que j'espère vous partagerez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ces révélations? Qu'est-ce que cela implique pour la France? Quelles leçons doit-on en tirer? Je serais très intéressée de vous lire sur la question, ainsi que les éléments d'ailleurs que vous pourriez avoir à apporter et que je n'ai pas forcément pu développer dans cette vidéo-ci, puisque c'est déjà assez long. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à tous les tipeurs, les anciens et les nouveaux, qui me permettent de faire mon travail en toute honnêteté et en toute liberté, aussi bien dans le choix des sujets que dans leur traitement. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous si vous pensez que c'est utile. Je vous dis à la prochaine, vive la France et surtout, prenez soin de vous.